Mon corps n'est plus qu'une machine fatiguée, une vieille étoffe de couturière, rapiécée de toutes parts. J'ai 79 ans, et il y a des jours où je me dis que si je devais coudre ma vie, le fil se briserait. C'est la seule chose qui me reste. Mes mains. Elles ont passé des décennies à coudre des ourlets pour les dames riches de Paris, puis à nettoyer leur maison. C'est comme ça que j'ai pu payer les études de Sylvie. Elle ne m'appelle plus couturière ou femme de ménage. Elle m'appelle la vieille malade. En ce moment, je suis assise dans mon fauteuil dans l'annexe de sa petite maison près de Lyon. Il fait froid. J'ai mal partout. Surtout le ventre. Ce ventre, il est gonflé comme un ballon, plein de gaz qui ne sortent jamais vraiment, juste de petits rots amers qui me brûlent saxo la gorge. Je prends mes pilules, pour le cœur, pour les articulations, pour la tension, et surtout, pour ce maudit diabète de type 2 qui ne veut jamais se calmer. Je me pique le doigt 3 fois par jour, comme le docteur l'a dit. Mais la machine s'emballe. Je vois Sylvie, ma fille unique, celle que j'ai portée dans mes bras, celle pour qui j'ai tout donné. Elle me regarde souvent comme si j'étais un meuble de trop, une vieille armoire que l'on ne sait pas où ranger. « Maman, c'est l'âge. Tu te plains trop ?» qu'elle me dit, le ton sec. Ça, c'est sa chanson préférée. Quand j'ose lui parler de la brûlure dans ma poitrine ou des gaz qui me tordent les entrailles, elle lève les yeux au ciel. Tous les vieux ont mal quelque part. Mange tes légumes et arrête de te focaliser sur tes douleurs. Elle est toujours pressée, Sylvie. Toujours à parler de dettes, du loyer qui augmente, de la difficulté de joindre les deux bouts. Moi, je sais que c'est ma maison qui les fait tenir. La petite maison que Jean et moi avions achetée, elle est à mon nom. Elle vaut de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est cette pensée qui me ronge le plus. Suis-je juste le dernier obstacle entre Sylvie et la tranquillité financière? Je fais pourtant tout ce qu'il me demande. Je coupe le sucre. Je ne touche pas aux graisses. Mais la digestion est toujours lourde. Mon intestin, toujours bloqué. Et cette inflammation qui me monte aux genoux, qui me fait boiter. Chaque pas est un effort. Un matin, je me souviens m'être réveillée en sueur, avec un mal de tête terrible. J'ai glissé sur le tapis et je me suis retrouvée par terre. Je suis restée là, incapable de me relever. J'ai appelé Sylvie. Quand elle est arrivée, elle n'a pas couru vers moi. Elle a soupiré. « Vraiment, maman, tu ne peux pas faire attention? On dirait que tu le fais exprès de causer des problèmes. N'importe quel petit rhume. Et ça devient un drame. » Elle m'a ramassée sans douceur, et je me suis sentie sale. Une vieille chose encombrante. Je me suis dit, c'est pas facile tous les jours. Mais ce n'était pas la difficulté du quotidien qui me pesait, c'était la froideur dans ses yeux. J'ai passé des nuits à veiller sur elle quand elle était enfant, à lui coudre des robes pour ses fêtes d'école. Et maintenant, elle me traitait comme une étrangère. C'est là que le doute a commencé à s'installer, comme une petite souris qui ronge un mur dans le noir. Lentement, je remarquais des choses, des coïncidences. Mon ventre, il était insupportable après le dîner. Sylvie insistait pour me préparer des plats spéciaux, des soupes, des ragoûts lents qui devaient être bons pour ma digestion. Mais c'était justement après ces repas que la brûlure recommençait, que les douleurs dans le bas du dos devenaient des poignards. Un jour, j'ai vu Marc, mon gendre, un homme silencieux, toujours le nez dans ses papiers. Il ne m'adressait jamais la parole, mais son silence pesait plus lourd que toutes les plaintes de Sylvie. Ce jour-là, il était assis à la table de la cuisine, et Sylvie lui parlait à voix basse. Quand je suis entrée pour prendre un verre d'eau, ils se sont tus immédiatement. Un silence coupable. Marc a jeté un regard rapide vers le mur, là où étaient accrochés les documents du notaire concernant ma maison. C'était juste un regard, mais, à mon âge, on voit les choses autrement. Ça m'a glacé le sang. Alors, j'ai commencé à faire semblant. Je faisais semblant d'être plus faible que je ne l'étais,
je restais plus souvent couchée. J'ai remarqué que dès que je me plaignais, Sylvie devenait plus attentive avec la nourriture. Elle me préparait des soupes encore plus épaisses, plus mijotées. Elle me forçait à tout finir, disant « Maman, il faut que tu manges, c'est bon pour toi. » Mais à chaque bouchée, j'avais cette drôle d'impression, comme si quelque chose de dur restait coincé. Je le sentais parfois quand j'avalais, comme des petits cailloux qui ne voulaient pas descendre. Je me disais que c'était la peur, que j'étais en train de devenir folle. Mais la douleur, elle, n'était pas folle. Elle était bien réelle. C'est là que l'appel est arrivé. Ce terrible après-midi, je me sentais si mal que j'avais cru que mon estomac allait exploser. J'étais dans le salon, essayant de lire un magazine de couture, mais les lettres dansaient. J'ai entendu Sylvie prendre son téléphone dans la cuisine. Un appel urgent. Je n'étais pas censée écouter, mais sa voix, pleine d'une colère qu'elle n'osait jamais me montrer directement, traversait le mur fin. Elle parlait à une amie, se plaignant des dettes, des impôts. Oui, l'héritage nous aiderait vraiment. Tu sais, la maison appartient à maman, et... Elle a baissé la voix, mais la colère l'a rendue audible de toute façon. C'est pour ça qu'il faut que ça avance. Avancer? Mon cœur a fait un bond douloureux. Qu'est-ce qui devait avancer? Ma mort? Puis, elle a lâché la phrase, celle qui n'était pas seulement cruelle, mais pleine d'une impatience calculée, prononcée avec un dégoût total. Je t'assure, j'en peux plus de m'occuper de cette vieille malade. Elle traîne, elle traîne. Il faut que ça s'arrête. Je n'ai pas bougé. Les larmes n'arrivaient pas. Il n'y avait que ce froid dans mes veines. Ma propre fille souhaitait que je meure. Mais ce n'était pas seulement un souhait. Le mot « traîne » était comme une lame. Pourquoi disait-elle que je traînais? N'était-ce pas elle qui faisait tout pour me maintenir en vie? Le corps parle, me suis-je dit. Ma souffrance n'était pas le fruit du hasard. J'ai réussi à me lever, lentement, mon corps tremblant, et je me suis réfugiée dans ma chambre, sans faire de bruit. Je me suis assise sur le bord du lit. J'ai regardé la pile de médicaments, le ventre gonflé malgré mes efforts. Le visage froid de Sylvie quand elle me servait le dîner. Une pensée horrible, noire, s'est ancrée dans mon esprit. Si Sylvie voulait ma disparition, et si ma santé empirait chaque jour, malgré les régimes et les médicaments. Était-ce vraiment une coïncidence? Je n'étais plus un fardeau. J'étais une cible. J'ai fermé les yeux, la douleur émotionnelle se mêlant à la douleur physique lancinante. Il fallait que je garde la tête froide. Si j'étais en danger, la première chose à faire était de comprendre d'où venait l'attaque. Soudain, des pas rapides m'ont tiré de ma torpeur. C'était Sylvie. Elle passait devant ma chambre, visiblement très nerveuse. Elle est allée droit à la cuisine. J'ai entendu le bruit sec d'une porte d'armoire que l'on ferme trop vite, un claquement de bois contre bois. Je me suis souvenu de quelques jours auparavant. J'étais entrée dans la cuisine sans prévenir, et j'avais aperçu Sylvie qui rangeait à la hâte un petit pilulier, pas un des miens habituels, mais un pilulier de voyage bleu, avant de le cacher dans l'armoire haute. Elle avait l'air paniquée. Je savais que je devais rester immobile, faire semblant de dormir. Mais la peur et le soupçon étaient devenus plus forts que ma douleur et ma prudence. J'ai glissé hors du lit, aussi silencieuse qu'une couturière la nuit. Mon cœur battait la chamade, tambourinant dans ma poitrine. Je me suis approchée doucement de la porte de ma chambre, retenant mon souffle. Si ma fille ne voulait pas que je vive, il y avait peut-être une raison terrifiante à ma maladie, une raison qui ne figurait sur aucune ordonnance. Je me suis mordu les lèvres. Il fallait que je voie. Je devais regarder dans cette armoire, là où Sylvie venait de se presser. Je devais survivre pour comprendre. Qu'est-ce que ma propre fille essayait de cacher? Et qu'est-ce qui me rendait si malade?
Je devais le découvrir avant de devenir une simple ombre que l'on pousse vers la tombe. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur la douleur de mon ventre, comme un ballon prêt à exploser. Il y avait le mot « traîne » qui me revenait. Elle traîne, elle traîne. Si je traînais, c'est que, pour Sylvie, je faisais de la résistance. Mais pourquoi j'étais si malade alors que je suivais les régimes à la lettre? J'ai commencé à regarder mes repas, ceux que Sylvie préparait avec tant d'insistance. C'était toujours après ces soupes santé et ces ragoûts mijotés que mon ventre se tordait le plus. Avant, j'avais de la douleur, oui, mais c'était gérable. Avec elle, c'était l'enfer. Des douleurs qui me montaient jusqu'au dos. Un soir, elle m'a servi une purée de potiron très épaisse. Je l'ai regardée la préparer. Elle mettait beaucoup de choses dedans, des épices, des herbes. Et puis, au moment de servir, elle a jeté un petit quelque chose, rapidement, dans mon bol. Elle a mélangé sans me regarder. J'ai mangé lentement. Le goût était un peu amer, inhabituel. Et puis, j'ai senti à nouveau cette sensation étrange, comme si un petit caillou restait coincé dans mon œsophage quand j'avalais. J'ai craché discrètement dans ma serviette. J'ai regardé. C'était un petit morceau de feuille séchée, dur, un peu tordu. J'ai pensé que c'était du laurier. On dit que c'est bon pour la digestion. Mais pourquoi la feuille était-elle entière? Normalement, on met la feuille et on l'enlève. Je me suis souvenu de ce jour où je l'avais surprise à cacher le pilulier bleu. J'ai fait le rapprochement. Les repas de Sylvie, la douleur qui s'intensifie, le mot « traîne » et la panique dans ses yeux quand elle me voyait allait mieux. La peur que j'avais eue de devenir folle, elle a disparu d'un coup. Le doute était remplacé par une certitude froide. Ma fille ne me soignait pas. Elle m'empoisonnait lentement. Mais comment? Avec quoi? Je prenais déjà tellement de médicaments, il n'y avait plus de place pour d'autres choses. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Il fallait que je trouve le moyen qu'elle utilisait. J'ai commencé à faire semblant d'être pire que je n'étais. Chaque matin, je me levais en gémissant. Je m'appuyais lourdement sur ma canne, même si mes jambes se sentaient un peu mieux après une bonne nuit. Je parlais de l'enflure de mes chevilles et du mal de tête. Je voulais qu'elle soit confiante, qu'elle se dise que son plan avançait. Plus je me plaignais, plus elle souriait et me préparait des bouillons épais. C'était son signal. Un après-midi, j'ai vu Marc, mon gendre, descendre de la voiture avec une grosse liasse de papier. Il n'est jamais là l'après-midi. Sylvie est venue le chercher à la porte, le visage tendu. Ils sont restés dans la cuisine. « Il faut qu'on signe ça », a dit Marc d'une voix sourde, avant qu'elle ne change d'avis. « Elle n'a pas le choix », a répondu Sylvie, sa voix dure. Le notaire a dit que les documents de procuration étaient prêts. On lui fait signer pour la gestion des biens. Elle est tellement confuse, elle ne lira rien. On lui mettra le stylo dans la main. J'ai senti une nausée me monter à la gorge, plus forte que tous mes rots amers. Il parlait tant de ma maison, la maison que Jean et moi avions achetée avec toutes nos économies. Il n'attendait pas ma mort. Il prenait juste mon argent. Je me suis éloignée de la porte de ma chambre. Je devais trouver une preuve. Et je devais trouver quelqu'un à qui parler. Qui pouvait m'aider sans que Sylvie ne le sache, à part ma voisine, Madame Renée. Renée était une vieille dame de 85 ans, vive comme un écureuil et un peu excentrique. Elle vivait juste à côté, mais Sylvie la tenait à distance. « Trop intrusive », disait Sylvie. Renée était une ancienne herboriste. Elle me passait souvent des légumes de son jardin et parfois des tisanes pour mes douleurs. Sylvie les mettait toujours à la poubelle, disant que ce n'était que des bêtises de vieille. Un matin, je me suis forcée à sortir. Mon ventre était énorme, dur comme une pierre. J'ai marché très lentement jusqu'à la clôture qui séparait nos jardins. « Renée ?»
J'ai chuchoté. Elle est apparue tout de suite, les mains pleines de terre. Elle avait l'œil vif. « Simone, vous n'avez pas bonne mine, ma vieille. Ça va ?»« Non, René, ça ne va pas, je crois. Je crois que ma fille me rend malade. » Je lui ai tout raconté. Le coup de fil, les douleurs qui arrivent après les soupes, la feuille dure que j'avais trouvée. J'ai baissé la voix au maximum. René s'est approchée de la clôture, le visage sombre. Elle a écouté chaque mot, ne m'interrompant jamais. Quand j'ai fini, elle a fait un geste de la main et m'a dit « Rentre chez toi, Simone. Je viendrai te voir demain. Quand ta fille sera partie faire ses courses, on va parler de ses feuilles. » Le lendemain, Sylvie est partie à 9h, comme d'habitude. Renée était là à 9h05. Elle est entrée, rapide et silencieuse. Elle a regardé ma pile de médicaments. Metformine pour le diabète, diurétique pour l'hypertension, AINS pour les articulations. Tous ces médicaments, ils ne marchent pas, Simone. Tes chiffres sont mauvais, non? J'ai hoché la tête. Ma glycémie est toujours au plafond. 280 mg par décilitre, même après les repas légers. Mon ventre est gonflé. Ma tension est haute. Renée m'a touché le ventre. Elle a froncé les sourcils. C'est digestif, et ça empire l'inflammation, ce qui empire le diabète. Ça, c'est le cercle vicieux. Maintenant, parle-moi de cette feuille dure que tu as trouvée. J'avais gardé une de ces feuilles que j'avais cachée dans ma poche. Je lui ai tendue. Elle était sèche, cassante, de forme ovale et d'un vert terne. Renée l'a tenue entre ses doigts, puis elle l'a sentie. « Simone, c'est du laurier, du Laurus nobilis. » J'ai haussé les épaules, faible. « Oui, c'est ce que je pensais, mais on dit que c'est bon pour la digestion. » Renée m'a regardée avec une intensité qui m'a glacé le sang. « C'est la plus puissante des herbes digestives, Simone. Ça régule le taux de sucre, ça calme l'inflammation dans les intestins. J'ai lu des études, quand on utilise la bonne méthode, juste 2 à 4 feuilles en infusion. Ça peut faire baisser ton sucre de 21%. » J'étais confuse. « Alors pourquoi est-ce que je vais si mal ? » Parce que ce n'est pas la feuille qui est dangereuse, c'est la façon de l'utiliser. Renée a pointé du doigt la feuille sèche que j'avais trouvée. « C'est ça, le crime de ta fille. Cette feuille, elle est dure. Elle est trop vieille pour être mangée. Elle n'est pas digérée par ton estomac. Chez les personnes fragiles, surtout celles qui ont déjà des problèmes d'œsophage ou d'intestin, ces feuilles entières peuvent s'accrocher. Elles peuvent provoquer ce qu'on appelle une occlusion intestinale, ou des lésions graves. C'est douloureux, c'est lent et c'est mortel. » Je me suis mise à trembler. L'obstruction, les douleurs, ces couteaux dans mes entrailles. Ce n'était pas mon corps qui me lâchait. C'était Sylvie qui mettait des cailloux dans la machine. Elle utilisait mon propre remède pour me tuer lentement. Elle me faisait croire qu'elle me soignait avec ses soupes. Elle me disait « Maman, il faut que tu manges tout. C'est bon pour toi. » Renée m'a pris la main. « À chacun sa croix, Simone. Mais ce n'est pas ta croix à porter seule. Ta fille t'assassine pour un héritage de plus de 300 000 € et une assurance vie. On va devoir la prendre à son propre piège. » La douleur que j'ai ressentie n'était pas physique. C'était celle d'une mère qui voyait toute sa vie de sacrifice réduite à une feuille de laurier toxique. J'avais tout donné pour elle, et elle me repayait en me donnant une mort lente et humiliante. J'ai pris ma décision. Je ne devais pas mourir dans mon lit, en pensant que la vieillesse m'avait vaincue. Je devais vivre, ne serait-ce que pour lui montrer que l'amour d'une mère ne s'achète pas. J'ai caché la feuille dans ma petite boîte à couture, comme la preuve de ma survie. Renée est revenue le lendemain avec un petit sachet de feuilles de laurier, fraîches et séchées. Elle m'a apporté aussi une petite bouilloire discrète, que j'ai cachée sous ma commode. Maintenant, on agit, pour que tu ailles sans mieux, mais que ta fille ne se doute de rien.
On va utiliser le laurier, mais correctement. Elle m'a donné des instructions précises, des instructions simples, comme une vieille recette de grand-mère. Tu prends 2 feuilles séchées, pas 3, pas 1, 2. Tu les mets dans un demi-litre d'eau bouillante. Tu laisses infuser 15 minutes. C'est très important, Simone. Il faut filtrer l'infusion soigneusement. Je devais boire 1 tasse par jour, le matin. Elle a insisté sur la filtration pour ne pas ingérer les parties dures. J'ai commencé tout de suite. Le goût était fort, mais agréable, pas comme la soupe amère de Sylvie. Le premier matin, j'ai fait ma première mesure de glycémie avant l'infusion, pour être sûre de mon point de départ. 275 ml/dl. Catastrophique, comme d'habitude. J'ai bu mon infusion. J'ai attendu l'après-midi. Le ventre était un peu moins dur. Je me sentais un peu plus légère. Le lendemain, 2e jour. Je me suis réveillée avec moins de brûlures d'estomac. J'ai refait mon test. Le chiffre avait bougé. Il était à 255 ml/dl. 25 mg de moins. C'était un signe. Ma machine s'était débloquée. René avait raison. C'était bien Sylvie qui me maintenait dans la maladie. J'ai continué l'infusion religieusement, cachant le petit reste de feuilles dans un tiroir. 4e jour. J'ai osé regarder les chiffres. Ma glycémie était passée à 210 ml/dl. En 4 jours, sans changer mes autres médicaments, juste en buvant cette infusion filtrée, j'avais baissé mon taux de sucre de 65 points. L'inflammation dans mes genoux était moins vive. Et surtout, je n'avais plus cette sensation de gaz qui déchire le ventre. Je me suis dit, on apprend à tout âge. Et ma fille ne le savait pas. Mais la bataille n'était pas gagnée. Je devais la piéger. J'ai ressorti mon vieux téléphone portable, le petit modèle à clapet que j'utilisais rarement. René m'a expliqué comment faire des photos et enregistrer le son. J'ai commencé à documenter. Chaque soir, quand Sylvie m'apportait ma soupe, je prenais discrètement une photo. Je zoomais sur le bol. On voyait parfois les petites feuilles entières et dures, nageant à peine. Je faisais semblant de tout manger, mais je glissais les morceaux de feuilles dans ma serviette ou ma poche. C'était horrible, mais nécessaire. J'ai aussi commencé à enregistrer les conversations. Un soir, Marc était là. J'ai laissé le téléphone sur l'étagère du couloir, juste à côté de la cuisine. J'ai entendu Sylvie parler à Marc de la maison. « J'ai mis les papiers dans l'armoire haute », a-t-elle dit. « Les procurations. On doit la faire signer cette semaine. Le notaire, Maître Dubois, nous a donné rendez-vous jeudi. » « Tu es sûre qu'elle va tenir jusqu'à jeudi ?» a demandé Marc, sa voix pleine d'une anxiété calculée. « Elle n'a pas le choix. Elle traîne. Elle traîne. » Je t'assure, j'ai mis le double de laurier hier. Son cœur ne va pas tenir avec les complications. Je veux que ça soit fini avant le week-end, Marc. On a besoin des 300 000 €. Quand j'ai écouté l'enregistrement dans ma chambre, le son de leur cupidité était clair. Le laurier était leur arme. Ma faiblesse était leur opportunité. Je devais agir vite. Je ne pouvais pas attendre le jeudi pour qu'ils me fassent signer ma propre déchéance. Sylvie, voyant que je traînais, malgré son effort pour aggraver mes symptômes, a commencé à devenir impatiente. Le lundi matin, elle est entrée dans ma chambre, le sourire forcé. « Maman, tu es trop faible. J'ai appelé le docteur. Il pense que tu devrais aller faire quelques examens, juste pour être sûre que tu n'aies pas une complication cardiaque. » J'ai compris. Elle voulait m'éloigner de René, ou me faire interner pour signer les papiers sans témoin. Je vais mieux, ma chérie. Ai-je menti en forçant une quinte de tout? Je suis juste un peu fatiguée. Ne t'inquiète pas, maman. On t'emmènera demain matin pour des analyses de sang et un scanner. Et jeudi, on va chez le notaire pour les papiers de gestion de ta maison. Ce sera réglé. Je ne pouvais pas me battre contre l'idée de l'hôpital sans éveiller les soupçons.
J'ai dû accepter. Mais en attendant, je devais me renforcer au maximum. J'ai intensifié mon protocole secret. 2 tasses d'infusion de laurier filtrée par jour. Le mardi matin, je suis allée au laboratoire pour les analyses. Sylvie m'a déposée et est partie faire des courses. J'ai profité de cette heure seule pour faire une chose inattendue. J'ai appelé Renée. Elle m'attendait à un café près du laboratoire. Je lui ai montré mes dernières photos et mon enregistrement. Renée a écouté la voix de Sylvie. « Quelle horreur, Simone! Quelle horreur! Maintenant, il faut que tu ailles au commissariat. Tu dois prévenir la police que j'ai peur pour ma vie. Mais il faut que je sois là jeudi chez le notaire. Je veux les coincer en flagrant délit. » Renée était hésitante. « La police va te croire, Simone ? Une vieille dame qui accuse sa fille d'empoisonnement avec du laurier. » J'ai sorti de ma poche le papier des résultats du laboratoire que j'avais caché dans ma poche avant de donner le sac à Sylvie. « Regarde !» J'ai pointé mes chiffres. Il y a 2 semaines, glycémie à jeun 280. Aujourd'hui, 190. Mon taux de cholestérol a baissé de 30 points. Mon foie fonctionne mieux. Renée écarquilla les yeux. « C'est spectaculaire. Le laurier t'a sauvé. » « Oui, et ça prouve que ce n'était pas mon corps qui me tuait. C'était son ajout dans les repas qui m'empêchait de guérir. Et la preuve est dans la feuille. » Renée m'a regardée, avec un mélange de fierté et de chagrin. « On ne connaît pas la force qu'on a, Simone. Tu as la force de 100 ans de couture. Je vais voir l'inspecteur Dubois, un homme très honnête. Je lui donnerai ses preuves. » Nous nous sommes serrés la main. C'était un serment. Je suis rentrée à la maison, jouant mon rôle de femme fatiguée et faible. « Les analyses montrent une petite amélioration, maman, » a dit Sylvie le soir, visiblement agacée. « Mais rien de stable. Le médecin est d'accord pour que l'on signe la procuration, car tu es toujours dans un état précaire. Je ferai ce que tu veux, ma chérie. Je suis si lasse. » ai-je répondu, ma voix tremblante. Dans ma tête, je me disais « J'ai l'enregistrement, j'ai les photos, j'ai la preuve de ma guérison et de son intention de me nuire. » Le mercredi soir, veille du rendez-vous chez le notaire, Sylvie et Marc étaient étrangement calmes. Ils buvaient du vin dans le salon. Je les ai entendus chuchoter à propos des projets, des vacances, de leur nouvelle vie. 300 000 €, c'était une somme. J'étais dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone. J'ai transféré toutes les photos et les enregistrements sur une petite clé USB que Renée m'avait donnée. Je l'ai cousue dans la doublure de mon manteau. Le jeudi matin, le soleil s'est levé. Magnifique. J'ai bu mon infusion de laurier, mon médicament, mon arme. Je me sentais alerte et forte. J'ai mis mon manteau, le poids de la clé USB dans la doublure, le poids de la vérité. Sylvie est venue me chercher, un sourire impatient sur les lèvres. « Allez, maman, en voiture. On va régler ces petites formalités chez Maître Dubois. Après, tu pourras te reposer. » Elle pensait que j'allais signer ma mort financière. Elle pensait que j'étais une vieille chose confuse. Nous avons roulé vers Lyon. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais d'excitation. J'ai regardé ma fille, son profil arrogant, ses mains sur le volant. Elle pensait que c'était la fin de mon histoire. Elle pensait que j'étais une épave. Il était 9h45. Dans 15 minutes, nous serions chez le notaire. 15 minutes avant qu'elle ne découvre que la vieille malade qu'elle tentait de faire mourir lentement était désormais plus saine, plus forte et plus lucide que jamais. Elle allait me conduire au bureau du notaire pour que je signe la procuration. Mais en réalité, elle allait signer sa propre condamnation. Je ne tremblais plus. Le calme après la tempête, ai-je pensé, m'appuyant contre la portière, simulant la fatigue. Je sentais la clé USB contre ma peau. Bientôt, la vérité sortirait du secret. Bientôt, Sylvie allait payer le prix de la trahison. Avant de continuer, dis-moi d'où tu regardes.
J'aimerais beaucoup savoir jusqu'où cette histoire va voyager. Il était 10 heures, ce jeudi matin. Nous étions au cabinet de Maître Dubois, un notaire réputé dans le 6e arrondissement de Lyon. Le bureau était luxueux et sombre, l'odeur de vieux papier et de cuir emplissant la salle de conférence. Sylvie était assise en face de moi, son sourire impatient trahissant sa nervosité. Marc, à côté d'elle, ne disait rien, fixant le tapis. Je jouais mon rôle à la perfection. Ma main tremblait légèrement sur la canne, mon corps courbé sous mon vieux manteau de laine. Maître Dubois, un homme aux lunettes fines et au costume gris, s'apprêtait à me tendre les documents de procuration. « Madame Bazin !» commença Sylvie, sa voix mielleuse. « Nous sommes si heureux que vous ayez accepté. Maman est trop fatiguée pour gérer ses biens. » Maître Dubois tout sauta. Il ne m'adressa pas les papiers tout de suite. Il regarda la porte. « En effet, Madame Bazin. Mais avant de procéder à la signature, j'ai d'autres personnes qui souhaitaient se joindre à cette réunion. » La porte s'ouvrit. Le sourire de Sylvie se figea. Entrèrent l'inspecteur Dubois, en costume sombre, l'air sévère, et, à la surprise totale de ma fille, Renée, ma voisine. Renée portait une vieille robe à fleurs, mais son regard était aussi vif et acéré qu'une aiguille de couturière. Sylvie se leva d'un bond, la chaise raclant le plancher. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Qu'est-ce que la police fait ici ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé ma canne. Je l'ai poussée du pied, la laissant tomber bruyamment sur le parquet. Puis, lentement, j'ai redressé mon dos. J'ai inspiré et j'ai senti mes poumons se gonfler d'un air pur, sans toux ni râle. Mon ventre, autrefois gonflé comme un tambour, était souple et tranquille. J'ai marché jusqu'à la table, ma démarche assurée et ferme. Je ne tremblais plus. J'avais 79 ans et je me sentais plus forte que je ne l'avais été depuis une décennie. Sylvie et Marc me regardèrent comme si j'étais un fantôme ressuscité. Maître Dubois se pencha en avant, fasciné. « Ce n'est pas une mascarade, Sylvie, » dis-je. Ma voix était claire, sans la moindre trace de faiblesse. « C'est un acte de justice. » Je posai la clé USB que j'avais cousue dans la doublure de mon manteau sur le bois de la table. L'inspecteur Dubois la prit et la connecta à un petit écran. « Vous vouliez que je signe la procuration, n'est-ce pas ? Regardons ce que vous avez signé, vous. » L'écran s'alluma. L'inspecteur lança le premier fichier, l'enregistrement. La voix de ma fille, métallique et inconfondable, résonna dans le silence solennel de l'étude. « Elle traîne, elle traîne. Je t'assure, j'ai mis le double de laurier hier. Son cœur ne va pas tenir avec les complications. Je veux que ça soit fini avant le week-end, Marc. On a besoin des 300 000 €. » Un silence épais s'installa. Marc avait les yeux grands ouverts. Sylvie devint écarlate. « C'est un montage, une invention. Maman, tu es folle !» cria-t-elle. Je ne la laissai pas respirer. J'ouvris le petit sachet de tissu que j'avais emporté et en versai le contenu sur la table, juste devant les papiers de Maître Dubois. C'étaient les petites feuilles de laurier entières, desséchées et dures, que j'avais retirées de mes soupes. « Ce n'est pas un montage, ma fille. Ce sont vos outils de travail. Les morceaux de laurier non filtrés que vous mettiez dans mes ragoûts en me disant que c'était pour ma santé. » Je pointai les feuilles. « Renée, ici présente, vous confirmera. Ces feuilles, ingérées entières, provoquent l'obstruction. Elles devaient me causer une occlusion intestinale, lente et douloureuse, qui aurait simulé une complication naturelle due à mon âge. Un meurtre parfait, n'est-ce pas ? » Renée s'avança, le visage grave. « J'ai prévenu la police, Maître Dubois, et l'inspecteur Dubois. Le laurier est un remède puissant, mais il doit être filtré. Si l'on mange la feuille entière, chez une personne fragile, c'est un poison. »
Je revins à la table, l'air implacable. Et vous parliez de mes complications cardiaques. Mais regardez, je tendis à l'inspecteur les résultats de mes analyses de sang. Ma glycémie à jeun était à 280 mg par décilitre quand vous me soigniez, Sylvie. Aujourd'hui, elle est à 190 et elle continue de baisser. En buvant l'infusion correctement filtrée, j'ai guéri en secret. Vos tentatives de sabotage ont été vaines. La feuille que vous pensiez utiliser pour me tuer m'a en réalité sauvée, car elle m'a donné la clé du vrai remède. Marc s'effondra sur sa chaise, un gémissement étouffé. Sylvie, réalisant l'ampleur de sa chute, tenta une dernière manœuvre. Elle se jeta vers moi, des larmes de crocodile inondant son visage. « Maman, je t'en prie, je suis ta fille. Tu ne peux pas me faire ça. Tu vas me livrer à la police pour cette vieille maison. Pense à la famille. » Je reculais d'un pas, mon expression de marbre. Je la regardais sans ciller, sans la moindre once de pitié. J'ai usé mes mains à coudre des ourlets et à nettoyer les sols des riches pendant 40 ans pour que tu puisses vivre une vie digne, pour que personne ne te vole ton avenir. Mon silence fut plus lourd que n'importe quel cri. Et toi, tu as tenté de me tuer méthodiquement, avec ma propre médecine, pour 300 000 €. Je la regardais droit dans les yeux. Tu as laissé la couturière mourir, Sylvie. Tu es devenue une criminelle avide. Ma voix se fit ferme, gelée. Tu as cessé d'être mon sang le jour où tu as planifié ma mort lente. L'inspecteur Dubois se redressa. Il posa sa main sur l'épaule de Sylvie. Sylvie Bazin, vous et monsieur Marc Bazin êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide prémédité et fraude. Sylvie émit un hurlement rauque de déni, se débattant tandis que l'inspecteur lui passait les menottes. Marc fut menotté également. Ils furent tous deux escortés hors de l'étude. Je les regardais partir, sentant le poids de la culpabilité s'envoler de mes propres épaules. Maître Dubois, secoué, annula immédiatement la procuration, tamponnant les documents d'un grand cachet rouge portant la mention « Acte invalidé ». La justice, pour une fois, fut rapide. Le dossier était accablant, les enregistrements, les preuves médicales irréfutables de l'amélioration de ma santé dès que j'avais cessé de manger les plats de Sylvie, l'expertise des feuilles de laurier et le mobile financier clairement établi. Sylvie fut condamnée à 12 ans de réclusion criminelle en régime fermé pour tentative d'homicide prémédité et abus de faiblesse sur ascendant. Elle perdit tous ses droits parentaux et successoraux. Marc, qui avait moins activement participé au meurtre mais avait aidé à la fraude et à la pression, fut condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour complicité et escroquerie. Il perdit son poste à la mairie et fut radié de tout droit à exercer une profession impliquant la gestion de fonds publics. Ils furent conjointement obligés de me verser 180 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi, une somme qui, ajoutée à la valeur sauvée de ma maison, me garantissait une retraite paisible et une indépendance financière totale. Leurs noms firent les gros titres de la presse locale pendant des semaines. L'histoire de la fille empoisonnant sa mère avec du laurier pour un héritage devint un symbole de la cruauté moderne. Le rejet social fut total. Marc purge sa peine dans une prison au sud de Lyon. Sylvie fut transférée à la prison pour femmes de Réau, où elle reçoit très peu de visites. 2 ans après le cauchemar, je me suis transformée. J'ai 81 ans et je vis toujours dans ma maison. Mais elle est devenue un lieu de lumière. J'ai perdu 8 kilos d'inflammation et de maladie. Ma glycémie est maintenant stable à 125 mg par décilitre et je n'ai plus besoin de mes médicaments pour l'hypertension. Je me lève tous les jours à 6 heures du matin. Je jardine, je prépare mes infusions de laurier filtré, 2 tasses par jour. Renée, ma sauveuse, est devenue ma voisine et ma partenaire. Ensemble, nous avons créé une petite association informelle que nous appelons simplement l'Atelier de la Clarté
Nous n'avons pas de statut complexe ni de subvention. C'est un lieu où d'autres personnes âgées, isolées de la région de Lyon, peuvent venir chercher conseil, écouter et se sentir crues. Je leur apprends ce que j'ai appris, que le corps parle, que l'inflammation est un signal, et que la connaissance est la meilleure arme contre la maladie et contre la cupidité des proches. Je leur montre le laurier, leur explique la différence entre la feuille entière qui tue et l'infusion filtrée qui guérit. 2 feuilles, pas plus. 15 minutes. Et surtout, il faut filtrer. J'insiste, ma voix vibrante d'expérience. Nous aidons une 50aine de personnes régulièrement. Certains viennent pour leurs problèmes de sucre, d'autres pour les douleurs articulaires, et beaucoup, hélas, parce qu'ils subissent la pression financière de leurs enfants. J'ai repris contact avec mes petits-enfants, qui vivent sous la garde de la sœur de Marc, une femme aimante et forte. Ils viennent me voir les week-ends. Je leur raconte des histoires de mon métier de couturière, pas des histoires de procès. Je leur apprends la valeur du travail honnête. Je suis en paix. J'ai restauré ma dignité et mon corps. Je me suis prouvé que même lorsque l'on est au bord de la tombe, on peut toujours se battre et ressusciter. La vie m'a donné une seconde chance, et je l'utilise pour faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, défendre ma place. Aujourd'hui, il fait beau. Je suis assise sur ma terrasse, le soleil chaud sur mon visage, triant des herbes pour la prochaine séance de l'atelier. L'air sent le romarin et le laurier fraîchement séché. Sylvie avait voulu que le laurier me tue pour hériter de 300 000 €. Il est devenu ma source de vitalité et la base de mon œuvre. La vengeance la plus complète, la plus silencieuse. C'est celle qui se construit sur la guérison et qui prouve à ses bourreaux que même les plus petites feuilles peuvent avoir. Une saveur amère mais finalement libératrice. Et si tu es resté avec moi jusqu'à la fin, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire et quel type d'histoire tu aimerais lire davantage. Merci beaucoup d'être ici. À la prochaine histoire émouvante.